Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vous nous suivez à Cancan sur 99, à Bokeh, mais aussi à Labé sur 99.7. Du côté de Nzérékoré, c'est Zali FM Liberté qui relaie cette émission. Merci de votre fidélité. Merci donc de nous rejoindre dans cette émission. À la une, crise post-électorale en Guinée. Nouvelle journée de manifestation de rue à Conakry à l'appel de l'opposition républicaine. L'opposition républicaine qui n'entend point relâcher la pression sur le pouvoir d'Alpha Condé. Elle exige toujours de celui-ci et de la CENI la publication de ce qu'elle appelle les vrais résultats des élections communales tenues dans le pays le 4 février dernier. Si la marche de ce jeudi consécutive à des journées ville morte est autorisée, l'itinéraire envisagé par les organisateurs n'est pas du goût des autorités de la ville de Conakry. Au lieu du rond-point Tanéré, aéroport de Conakry, rond-point Bambeto, comme souhaité par les leaders de l'opposition républicaine, le gouverneur de la ville de Conakry en a décidé autrement. Ce sera plutôt rond-point Koza, Bambeto, via Koloma. Qu'est-ce qui justifie cette décision, ce changement d'itinéraire? L'opposition va-t-elle s'y conformer? Qu'en est-il du dispositif sécuritaire? Entre autres questions que nous nous posons ce matin dans cette émission. Tour à tour, et là je salue Alain Diallo, président de l'UFDG, si tout va bien, chef de file de l'opposition guinéenne, M. Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, et général Lansouman Kamara Bafoué, directeur des unités d'intervention de la police. Ils seront au téléphone dans cette émission. Les crises post-électorales à répétition en Guinée tireraient-elles leur origine du fichier électoral? En l'état actuel, la question taraude les esprits. Des observateurs de la scène politique guinéenne estiment que le fichier électoral dans sa configuration actuelle comporte les germes de la fraude électorale, source de contestation et par ricochet de troubles sociopolitiques dans le pays, comme c'est le cas depuis la tenue des communales au mois de février dernier en Guinée. De quoi souffre le fichier électoral guinéen dans son état actuel? Quelle lecture fait-il des dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique de notre pays? Monsieur Ali Ouba, il est directeur de la communication chez l'EBL. Est-ce qu'il l'est toujours? On lui posera la question. Il est notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour Moussa Moïse. Bakatiti Diallo, bonjour. Nabilay Moussa Moïse. Bonjour Basekou. Oui, bonjour. Moussa Yoruba, bonjour. Quand vous dites Nabila, vous enlevez Moïse. Bonjour Aboubakar. Bonjour Madame Yoro. Bonjour Antoine. Bonjour Aboubakar. Bien, merci donc de nous rejoindre encore une fois. Pour commencer avec vous Moussa Moïse, pêche, vous nous apprenez manifestation des femmes marieuses ce jeudi. C'est en tout cas ce qui est projeté. Je suis sur les pas de ces femmes marieuses depuis près d'une semaine pour écouter un peu ce qu'elles se disent, quels sont les différents griefs qu'elles ont contre le ministère des Pêches. Il se trouve que ces femmes sont très en colère. Elles ne comprennent pas du tout la politique qui est appliquée dans le secteur des pêches actuellement. Vous savez, depuis l'obtention du carton vert, la Guinée est dans l'obligation de respecter un certain nombre de principes dans la gestion donc, de ses ressources halieutiques. Et donc ces principes-là, je ne vais pas tous les citer, mais il s'agit quand même de recadrer l'obtention des licences, la délivrance des licences de pêche aux différents chalutiers qui en font la demande. Et donc, qui dit recadrer signifie que les dossiers sont étudiés de façon plus rigoureuse. Il y a des coups de fil qui sont passés depuis Belgique, depuis l'étranger en tout cas, pour savoir le véritable port d'attache des chalutiers qui viennent demander les licences de pêche, pour savoir si ce ne sont pas des chalutiers qui doivent de l'argent déjà à d'autres pays, parce qu'il y a quand même une convention qui lie l'État guinéen à ces pays-là. Donc, il y a une rigueur qui s'est installée depuis lors. Et ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que cette rigueur a contribué à réduire le nombre de licences que la Guinée délivrait avant l'obtention du carton vert aux différents chalutiers. Je vais prendre juste un petit exemple. Si Bobodi avait à lui tout seul 17 licences de pêche, il a dû accepter d'avoir que 13 licences. Ainsi pour Changi Pêche qui a aussi perdu, je pense, 2 ou 3 licences. Et Sonic Pêche. Donc tout le monde, il y a eu des coupes. Un peu comme si on faisait une sorte de coupe budgétaire dans les dépenses de l'État. Donc en réduisant ainsi le nombre de licences à délivrer pour les chalutiers qui vont pêcher, qui déversent sur le marché local
la grande partie de leur cargaison, ça contribue à créer un premier problème, c'est la rareté du poisson sur le marché. Et qui dit rareté du poisson sur le marché parle donc d'une certaine flambée des prix du poisson sur le marché. Les grandes gueules. C'est le cas actuellement. Oui, ces femmes-là, la plupart d'entre elles prennent de l'argent qu'elles avancent aux armateurs guinéens, aux consignateurs guinéens, pour dire j'ai besoin, je sais que ton bateau doit avoir sa licence, j'ai besoin de 1000 cartons. Alors que le bateau n'est même pas encore parti. Donc il y a des avances comme ça qui sont données. Et bien il se trouve que certains de ces armateurs, de ces consignateurs ne sont pas en mesure, avec la nouvelle réglementation, avec cette rigueur liée à la diminution des licences de pêche, ne sont pas en mesure de respecter leur engagement alors que l'argent a été déjà encaissé. Donc elles sont en colère, elles n'accusent pas les armateurs, elles n'accusent pas les consignataires, qui ne sont pas quand même ceux-là qui délivrent les licences de pêche. Elles accusent qui? Elles accusent le président. L'Union européenne. Eh ben. L'Union européenne. Donc, si elles respectent ce qui a été conclu, c'est qu'elles vont marcher jusqu'en face de l'ambassade de la France pour demander à la France de laisser les eaux guinéennes tranquilles. Elles disent qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Je rapporte d'abord leur grief. Du 2 poids 2 mesures, pourquoi? Parce que, vous savez, il n'y a pas que la pêche liée aux poissonniers, les poissonniers pélagiques, les poissonniers céphalopodiers, il y a aussi la pêche liée au thon. Les thonsonneurs, ce sont quand même des types de pêche qui sont pratiqués par des étrangers, des expatriés. Même si Kourouma Enzing le fait, mais c'est beaucoup plus, derrière, il y a beaucoup plus des étrangers, notamment la France. Les grandes elles gueules. disent qu'elles ne comprennent pas qu'on ait donné beaucoup plus de licences de pêche pour les thoniers, donc pour les autres, et que les licences de pêche qui doivent affluer pour la consommation locale, donc pour les poissonniers, qu'on ait diminué ces licences de pêche-là. Elles disent donc qu'il y a du 2 poids 2 mesures qu'elles ne comprennent pas, comment on peut privilégier l'étranger, l'extérieur, et au détriment donc des fils, des filles du pays, parce que si on diminue le nombre de licences des poissonniers, ça veut dire qu'il y aura rareté de poissons sur le marché. Autre chose, c'est qu'elles disent, selon les informations, parce qu'après les enquêtes se poursuivent, je dois prendre langue avec monsieur conseiller Villa 49, je pense du côté de la ville, pour échanger avec lui sur un certain nombre d'éléments. Monsieur Fofana. Il y a que... Ce cheveux blanc. Il y a que... lorsque vous obtenez le carton vert et que vous vous pliez au principe de l'Union européenne, vous avez aussi le bénéfice de recevoir une certaine subvention. Selon mes premières informations, ce serait à l'ordre de 45 millions échelonnés, 45 millions d'euros échelonnés que les partenaires doivent payer à l'État guinéen pour lui permettre quand même de mieux veiller sur ses eaux. Au niveau du PRAO, qui est un système de contrôle de sortie, de contrôle de l'activité des chalutiers à mer, ce serait dans l'ordre de 15 millions de dollars. Et disent que pour 45 et 15 millions de dollars, on ne peut pas quand même enfermer nos eaux guinéennes en diminuant le nombre de licences pour les céphalopodiers, pour les poissonniers. Alors, elles disent que si cela a été fait, c'est parce qu'il y a eu corruption, il y a eu vol. Je m'explique. Comment ça? Je m'explique. Vous savez, moi, ce que je sais, le Guinée est réfractaire oui, à la rigueur, mais au changement. Mais il y a quand même... On a pris cette vilaine habitude ici. À fouiller de très près, il y a quand même une question qui me taraude l'esprit. Vous savez, chaque année, avant d'établir le plan de pêche, le principe voudrait, et c'est une obligation, que l'État fasse sortie à mer pour une patrouille, pour un recensement, comme si vous faisiez le recensement de la population, un type de sondage sur la population guinéenne. Le bateau scientifique général Lansana Conté, qui est garé au port autonome de Conakry, c'est une obligation que le général Lansana Conté sorte à mer pour aller prendre des échantillons des différents types de poissons, histoire d'avoir une sorte d'indice pour savoir si le repos biologique qui a été observé en amont a permis la reconstitution des espèces. Donc, le général Lansana Conté qui sort, qui vient avec ces données scientifiques, ça permet au ministère des Pêches de classifier les différents types de poissons que nous avons dans nos eaux, leur indice d'abondance, et en fonction de ces résultats-là, d'établir le plan de pêche. En donnant à chaque espèce de poisson le tonnage à pêcher pendant l'année de pêche. Vous comprenez? Donc, tout le travail qui est fait par le ministère de la Pêche est basé sur le travail scientifique fait par le navire général Lansana Conté. Ce navire, je vous le dis, il est en train d'être rouillé par le temps. C'est-à-dire, c'est un navire qui se décompose. Il manque d'activité. Il se décompose. Le navire général Lansana Conté, il manque d'activité. Alors, selon ces femmes, 300 000... Mais à ton avis, pourquoi il ne va pas en mer? Pourquoi il ne fait pas ce travail de recherche en amont? Ça demande de l'argent. Les partenaires auraient donné 300 000 $. Les femmes le disent très bien. Pour que le général Lansana Conté sorte à mer,
pour faire ce travail afin de permettre au ministère d'établir le plan de pêche. Cet argent aurait disparu. Complètement Cet argent aurait été donné à quel moment? Au temps de Frédéric ou d'André? Non, à la fin du temps d'André. Voilà. Alors, donc, le travail n'a pas été fait par le général Lansana Conté. Il n'y a pas eu de sortie. Donc, il n'y a pas eu de données sur la base de laquelle Boussoura et les autres auraient pu se baser pour faire le plan de pêche. Donc, elles disent que ce n'est pas à elles de payer le prix de la corruption. Si le général Lansana Conté avait fait son travail, on aurait eu des données assez conséquentes parce qu'elles disent qu'il y a du poisson en mer. Donc, ils se sont basés sur des anciennes données faites par le général Lansana Conté pour faire le plan de pêche actuel. Donc, et ces anciennes données là disent qu'on n'a pas d'assez de ressources halieutiques. Pourtant, elles disent que c'est pas vrai. Le travail n'a pas été du tout fait. Attention, donc, ça. Ça peut être vrai aussi. Hein. Non, ça peut être vrai aussi que il y a les ressources halieutiques. Non, mais attendez quand même. Il y a un principe. Sur la base de quelles études? Est-ce que tu peux faire cette affirmation? Non, vous ne pouvez pas croire d'emblée comme ça. Oui, mais aux affirmations de ces bonnes études. Je connais. Faites attention. Écoute, faites attention. Les poissons, ça ne se voit pas à leur nu. Il faut forcément des études sur la base. Au-delà des 300 000 $, il y a une vérité. Le général Lansana Conté est garé. C'est pas sorti. Ça quand même c'est vrai. Alors mais comment vous voulez que les données viennent d'où? Les grandes gueules. Ces données viennent d'où? Donc à ce niveau, il y a quand même une part de vérité. Je pense qu'il va falloir bien faire attention pour ne pas qu'on puisse faire subir aux femmes ce qui se passe actuellement. Donc voilà un peu leur grief. Et je pense dans la semaine à venir, je reviendrai vraiment en profondeur plus en détail, sur cela, sur les 45 millions de $, mais également les 15 millions de $, le rôle que chaque acteur joue, notamment le ministre conseiller à la pêche, le ministre Frédéric Loa, mais aussi certains armateurs, certains consignateurs qui ne sont pas du tout contents, donc qui jouent un peu les troubles faits. Donc la pêche, c'est un peu... le président il ne veut pas du tout permettre à ce que la Guinée replonge sur la liste noire, mais en même temps, il y a des gens qui lui mentent. Il faut approvisionner le marché local. Et nous allons en parler. Bien. On aborde une autre thématique dans cette émission avec vous, Mohamed Mara. Fermeture des commerces. Le gouvernement envisage un dispositif réglementaire. Oui, un dispositif légal d'ailleurs, carrément, parce qu'il s'agit pour le ministère du Commerce à Printemps de prévoir dans le projet de code de commerce en République de Guinée, si vous voulez, l'interdiction des fermetures, notamment des commerces. Vous le savez très bien que chaque fois qu'il y a en Guinée des problèmes d'ordre politique, il y a souvent des débordements, des commerces sont pillés, des commerces sont vandalisés. Et c'est qu'en général, personne n'est pris, personne ne répond de ce qui se passe. Alors, vous savez que cela a souvent provoqué l'ire des commerçants. Et ce qui fait que depuis 2-3 ans, systématiquement, il y a le GOHA, le groupe organisé des hommes d'affaires, qui donc demande aux commerçants très souvent de fermer boutique. Et parfois, il n'y a même pas de communiqué officiel, mais on se rend compte qu'il y a eu un mot d'ordre qui passe et qui fait qu'on ferme une boutique. Maintenant, il y a un problème, c'est que le ministre, à l'entendre, il soupçonne une sorte de collusion entre les commerçants et, si vous voulez, les politiques. Ouais. Voilà. Ce qui, à mon sens, n'est pas totalement faux. Mais en fait, une réalité n'exclut pas l'autre. Parce que lorsque vous prenez les grandes grèves de 2006 et 2007, elles n'auraient jamais pu aboutir aux résultats qu'on a connus si les commerçants en tout cas n'avaient pas soutenu cette grève-là. Et lorsque vous observez notamment, généralement, les programmes de manifestation organisés par l'opposition politique depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, vous remarquerez que souvent, en tout cas ces 2-3 dernières années, souvent les magasins ferment en ce moment, y compris Madina, généralement qui n'est pas concerné parce que la plupart des manifestations se passent dans la commune de Ratoma, alors que généralement la commune de Matam si vous voulez, n'est pas concernée. Donc il y a cette analyse donc, qui amène le ministre à penser qu'il y a une sorte de collusion. Mais de l'autre côté, les commerçants disent quelque chose qui reste vrai. Lorsqu'il y a un risque pour eux de tout perdre, ils sont obligés de se protéger. Et puisque il n'y a pas une armée, il n'y a pas une police et une gendarmerie qu'on peut disposer devant chaque magasin et chaque boutique, ils sont obligés de fermer. Et vous remarquez que souvent, ces jours de manifestation, ils viennent eux-mêmes. Les commerçants ne sont pas absents des marchés ce jour-là. Ils sont là. Les vendeurs, ils sont là. Mais ils sont devant leur boutique fermée pour veiller, pour ne pas justement que ce soit pillé. Du côté de Koza, on a vu des images ici défiler à un moment donné. Vous avez vu des policiers défoncer des boutiques justement pour vandaliser ces boutiques. Ouais. Ce qui fait que maintenant, il n'y a pratiquement
presque pas, en tout cas, de manifestations au niveau de COSA, mais vous trouverez plein de jeunes là-bas en train de veiller sur leur boutique les jours de manif. Donc, c'est une réalité. Maintenant, de l'autre côté, il faut quand même faire en sorte que ces deux entités-là se parlent. Parce que lorsqu'on est commerçant, on a des droits fixés par... parce que si vous voulez, c'est une qualité prévue et protégée par les textes de loi. Les commerçants, ils sont pour preuve enregistrés au registre du commerce. Ils ont des devoirs d'ordre légal et fiscal parce qu'ils payent des patentes, ils payent la taxe sur la valeur ajoutée, ils payent les impôts sur les intérêts et en retour, l'État aussi les protège. Ce qui fait par exemple qu'ils ont droit à un procès juste, et ainsi de suite. Il y a beaucoup. Mais il y a aussi une obligation morale du commerçant qui consiste, si vous voulez, surtout sur les produits de grande consommation, d'alimenter si vous voulez, le client. C'est une obligation pour le commerçant de ravitailler et d'approvisionner les consommateurs. Ce droit-là est protégé par l'État, qui, ne l'oublions pas, aussi dans ce secteur, a l'obligation parfois, en tout cas, même pas parfois, mais de protéger souvent ces denrées de grande consommation. Je vous donne l'exemple, chez nous, quand vous prenez l'huile, la farine, le sucre, et ainsi de suite, sont exempts d'un certain nombre de taxations. Parce que l'État, justement, tient compte de l'ensemble des consommateurs et est obligé de faire un effort, parfois même de subventionner. Or, lorsqu'il y a subvention ou lorsqu'il y a, comment on appelle ça, une sorte d'atténuation ou d'amortissement des coûts par une intervention de l'État, cela profite avant tout aux commerçants. Ce qui fait que le commerçant, en retour, a aussi un devoir vis-à-vis de l'État, mais du consommateur. Il y a une chose qu'on ignore chez nous. Lorsque vous importez un produit, vous le vendez, il y a des problèmes autour de ce produit, le consommateur peut vous attaquer, peut vous assigner en justice. Souvent, les Guinéens ils ne le savent pas parce que le commerce est une profession, ce sont des professionnels. Bien, alors finalement, qu'est-ce que l'État envisage de faire? L'État aujourd'hui dit carrément qu'il va prévoir, donc, dans ce texte de loi, d'interdire tout simplement ces fermetures systématiques dans le nouveau code de commerce, ces mesures systématiques des boutiques. Mais à mon avis, ce n'est pas faux. L'État est dans son droit, mais il faut, moi j'ai envie d'abord de voir les angles. Parce que l'État, par principe, c'est le secteur privé, mais comme je vous l'ai dit, dans certaines conditions, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, mais cependant, il faut aussi leur offrir la garantie de la sécurité, parce que c'est extrêmement important. En termes clairs, l'État va obliger les commerçants à ouvrir, mais attention, lorsqu'ils voudront fermer. Mais justement, c'est ça ce que l'État vise. Mais pour fermer, par exemple, obliger de ne pas fermer, il faudrait offrir des garanties, notamment de sécurité. De sécurité, en premier lieu. Mais aussi de sécurité juridique. Parce que les casses, même dans les pays les plus développés, il y a des actes de vandalisme. Mais en retour, il faudrait quand même mettre la main sur les casseurs et indemniser, en tout cas faire en sorte qu'il y ait réparation. C'est que notre gouvernement ne fait pas. Justement, c'est là où ça va être compliqué pour le gouvernement de contraindre les commerçants, notamment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce soupçon aussi de collusion avec la politique, qui n'est pas forcément à écarter, mais à mon avis, ça doit se régler dans une large concertation dans le cadre des d'une commerçants. concertation. Merci à Mohamed Mara. Merci à Mohamed Mara pour toutes ces précisions juridiques. Je pense que le dernier accord politique qui a été signé dans ce pays-là, et l'accord dans lequel on a parlé de ces cas d'indemnisation des victimes de pillage, s'élevait à plusieurs centaines de milliards de francs guinéens. Si mes informations sont 43 milliards. Oui, selon le rapport dressé par le GOA. Jusque-là, et ça ne prend pas en compte. Et ça ne prend pas en compte tous les opérateurs économiques qui ont été victimes de pillage dans le pays. Jusque-là, dites-moi, Boubacar Diallo, est-ce que les opérateurs économiques qui ont été victimes de pillage, certains pour la plupart n'ont jamais pu se relever parce que c'est tout le capital, c'est tout l'investissement aujourd'hui qui est parti en fumée. Le gouvernement est en train de traîner les pas pour essayer de procéder à l'indemnisation de ces commerçants qui vivent de ça, qui ont pris tout leur capital, qui sont pratiquement à terre aujourd'hui, qui ont du mal à se relever. Je pense que dans le même temps, ceux de la casse avaient bénéficié d'un secours de l'État. Il ne faut pas l'oublier. Donc, aujourd'hui, il faut que si le gouvernement décide, si le gouvernement ne veut pas que les opérateurs économiques et les commerçants ferment les boutiques, eh bien, il appartient au gouvernement d'assurer la sécurité
d'assurer la sécurité des boutiques et des magasins lorsqu'il y a des manifestations ici. Parce que chaque fois qu'il y a manifestation, eh bien, ce sont les commerces du côté de Madina, du côté de Anta, du côté de Taouya qui sont visés. Depuis 2015, depuis 2012, 2013, depuis 2010, nous sommes dans ça. Aucune justice n'a été rétablie. Dites-moi, quel est le pire qui a été interpellé ici, qui a été traduit devant la justice pour être entendu, pour être jugé? Ça n'a pas été fait. Moi, je pense que la décision, le projet de loi que le ministre du Commerce, moi, c'est un projet qui est injuste parce que pour le moment, il faut que vraiment la justice puisse être rendue et que le gouvernement, quand il y a des manifestations, puisqu'on a la possibilité de déployer un impressionnant dispositif de sécurité pour barrer la route aux manifestants, et bien qu'on fasse la même chose pour aller sécuriser les boutiques des opérateurs économiques à Madina, à Anta, un peu partout. Comme ça, au moins si cela est fait, la mesure qui est annoncée par le gouvernement, on pourrait le comprendre. Bien, en tout cas, les commerçants, Dieu seul sait combien de fois ils ont été victimes dans ce pays depuis l'avènement de ce régime. Madame Hiro. Non, mais c'est bien facile de s'asseoir dans des bureaux et de décider que oui, les commerçants ferment parce que c'est lié à des histoires de politique. C'est facile. Des gens qui viennent, en fait, c'est là qu'ils nourrissent leur famille. Quelquefois, quand c'est calme, quand il y a des manifestations, vous voyez que les gens ouvrent. Ils ouvrent magasins, ils vendent sans problème quand ils ne se sentent pas menacés. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir et dire que oui, les commerçants ferment, oui, parce qu'ils sont en rapport avec les politiques? Je pense que c'est vraiment facile. Il faut sortir de cela. Il faut essayer. Moi, depuis que j'étais petite, je me souviens, à Kindi, à chaque fois qu'il y a manifestation, des commerçants ont payé le prix fort. De pauvres commerçants, quelquefois, qui ne savent même pas ce qui se passe. On vient, on saccage tout. Comme la dernière fois, j'ai lu l'interview d'un monsieur qui a dit tout ce que j'ai cherché pendant 30 ans est parti en fumée. Vous imaginez? Et qu'est-ce que fait l'État dans ce cas? Est-ce que l'État a essayé de dédommager ces personnes? Est-ce qu'une fois, vous avez vu quelqu'un qui a été arrêté ici pendant les manifestations pour dire que oui, il a saccagé un magasin? Vous n'avez pas vu des pick-up, comme on appelle ici, des pick-up des services de sécurité arracher des portes de certaines boutiques, de certains magasins à Madina? Il y a des images. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces images-là pour traquer les auteurs? C'est facile, il faut qu'on sorte de cela. Je l'ai dit hier, je le réitère aujourd'hui. Au commencement, la justice, à l'aboutissement, la justice. C'est comme cela que ça peut marcher. Madame Moussaï Roba. Antoine Kourma, pour en terminer. Pour commencer, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Le secteur du commerce, ou encore la plupart des secteurs d'activité en Guinée, sont-ils politisés ou pas? Certains même, on peut le dire, sont communautarisés. C'est en Guinée, on voit souvent qu'il y a une communauté qui détient un secteur d'activité et l'autre, on sait tous que par moment, vous allez trouver que même dans le transport, une certaine catégorie détient un secteur, l'autre, c'est ce qui se voit très souvent. Ce sont des actes qui souvent, pour moi, sont à déplorer. Sur le plan de la politique, Mara l'a rappelé tantôt, le fait que très souvent, lorsqu'il y a manifestation à un endroit A et qu'à l'endroit C, on ferme les boutiques. Alors que cet endroit C n'est pas concerné par ces mouvements qui ont lieu à l'endroit A. Donc cela, il faut le condamner, mais il ne faut pas surtout occulter le fait que beaucoup de commerçants dans ce pays ont été victimes et jamais n'ont été rétablis dans les droits. Les grandes gueules. L'État, dans la plupart des cas, a toujours promis rétablir ses commerçants dans les droits. Ça n'a pas été le cas. Ce matin, quand je venais au travail, je suis passé au marché de Matoto, j'ai constaté que beaucoup de commerçants sont arrêtés devant leur boutique. Ils refusent d'ouvrir. Sur la ligne, vous allez voir plus de 20 boutiques, voire 50 boutiques. Il n'y a que 2 ou 3 qui ont ouvert. Et quand vous vérifiez, ces personnes qui ont ouvert leur boutique ne sont pas forcément de la même obédience que ceux-là qui ne veulent pas ouvrir leur boutique. C'est ce qui est à déplorer dans ce pays. Quand vous allez à Madina souvent, vous allez voir qu'il y a une catégorie qui ouvre son commerce, l'autre refuse de le faire. Le commerce est divisé en Guinée. C'est ce qu'il faut dire. La chambre de commerce qui est installée, le bureau de la chambre de commerce qu'on doit voter pour mettre en place, c'est devenu quoi ? Il y a une guerre de positionnement. Le Goa qui veut qu'il y ait élection, le ministre qui dit qu'on peut les écarter en cas d'élection et tout cela. Il y a une certaine division qui ne dit pas son nom au niveau même du haut niveau. Et donc, il y a cette division-là, c'est important de la signaler. Quand le Goa appelle à fermer les boutiques, c'est une catégorie qui ferme les boutiques. Il y a une autre catégorie de commerçants qui ouvrent les boutiques. Il y a une certaine cacophonie dans ce secteur-là qui ne dit pas son nom. C'est important de le rappeler. Oui. Et donc, on comprend tout ça, mais qu'est-ce que tu penses de ce dispositif qui est envisagé, de ce nouveau code de commerce et qui va obliger... On ne peut pas obliger quelqu'un, un particulier,
à ouvrir sa boutique lorsqu'il sent qu'il est menacé. Ouais. On ne peut pas contraindre quelqu'un à ouvrir lorsqu'il sent qu'en cas d'ouverture, il peut tout perdre. Et donc, ce n'est pas l'État qui aide ces personnes-là à chercher leur argent. Et donc, elles sont libres d'ouvrir ou pas, parce que si elles n'ouvrent pas, ce sont elles qui nourrissent leur famille. Bien. Ce sont elles qui savent si elles vont le faire ou pas. Merci. Moussa Moïse. Il faut pas se tromper. Le commerçant, il a un seul parti politique. C'est l'argent, c'est le gain, c'est le profit. Il n'a pas d'autre parti politique, le commerçant. Alors, ceux qui essayent de politiser tout cela, je pense que c'est peine perdue, parce que ceux qui amènent la plupart des commerçants à fermer, c'est la peur. C'est la peur de perdre tout ce qu'ils ont pu accumuler pendant toutes ces années. Et moi, je ne vois pas, en tout cas si cette loi existe, ce serait une loi injuste. Vous ne pouvez pas imposer un commerçant qui a passé 30 années de sa vie, parce que le monsieur que j'ai suivi du côté de Madina, il dit depuis 1966, tout ce que j'ai accumulé, je l'ai perdu. Mais en 1 heure de temps, vous perdez tout ce que vous avez accumulé depuis 1966. Un tel monsieur, l'État ne peut pas, en ne lui garantissant pas la sécurité, lui imposer d'ouvrir boutique. C'est pas possible. Donc je pense que c'est une question aussi de conception des choses, de bon sens des choses. Prenez les dispositions qu'il faut pour sécuriser. Ensuite, vous pourriez mettre les normes d'imposer à X ou Y d'ouvrir son magasin. Et puis, autre chose pour laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. L'État n'a pas sécurisé les marchés. Les marchés payent des taxes. Ça fait des profits à l'État. On brûle ces marchés-là, on brûle ces magasins. Au nom d'un accord politique, puisqu'ils mettent ça encore dans un accord politique, on dit 43 milliards, 50 milliards pour dédommager les commerçants. Mais cet argent, c'est nous qui le payons. Pourquoi voudrez-vous qu'on paye pour l'inaction de l'État dans la sécurisation des marchés? Pour quelle raison? Je suis contre cela. Ceux qui ont été inefficaces dans la prévention, dans la sécurisation de ces marchés, doivent payer de leur inaction. Ce n'est pas au peuple encore de contribuer à rembourser ces commerçants-là. Cet argent aurait pu servir à construire des écoles dans des lieux très reculés ou à donner de l'eau potable, de l'électricité à un village. Il faut qu'on arrête de mettre tout sur le dos du peuple. Vous pensez que quand le ministre du Commerce va signer, ils vont se retrouver avec le GOA, avec le président et autres, que c'est leur argent? Non, c'est votre argent, c'est le nôtre. Bien, la suite dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.